Je vous remercie tous d'être là. Je remercie l'association de Ré-Patrie d'être présent, son président d'être là, et puis également l'association des descendants des victimes du génocide vendéen, de m'avoir invité, de m'avoir proposé de parler. Et je vais vous parler aujourd'hui, étant donné que nous sommes en Vendée, je tiens à préciser que je suis de Loire-Inférieure, enfin de Loire-Atlantique, donc je suis un peu, je suis hors de mes terres, je prends un risque. Je vais vous parler donc d'un événement qui s'est passé en Vendée à la fin du 19e siècle. Ce sont les deux banquets royalistes qui se sont tenus à Challans, dans la ville de Challans, en 1879 et en 1882. Alors, je vais pour commencer, vous expliquer un peu. Moi, je suis historien amateur et je suis en train de rédiger la biographie d'un des députés du Sud-Loire qui s'appelle le comte de Juigné, qui a été représentant à l'Assemblée nationale en 1871 et député jusqu'à la fin du 19e siècle. Et en commençant cette biographie, donc il était grand propriétaire, agronome, passionné de cheval, il a fait énormément pour l'essor des courses de chevaux à la fois en Bretagne mais également en France, Blanche-Orange, Chantilly, etc. Et je me suis intéressé au légitimisme dans le pays de Ré. Parce qu'on parle beaucoup, c'est vrai, du légitimisme sous la Révolution française dans ce qu'on appelle la Vendée militaire, dont une partie en Loire-Inférieure. Et je ne trouvais pas grand-chose sur le légitimisme au XIXe siècle dans le pays de Ré. Et j'ai trouvé, dans un bulletin d'une société historique de Leger, un article sur le légitimisme en Vendée et sur ces banquets, sur un banquet qui c'était le premier, donc en l'occurrence, en 1879, en Vendée, à Challans. Et donc, ça m'a intéressé, et ça m'a intéressé pour trois raisons. Donc, cette étude a un triple intérêt. D'abord, ça nous permet de situer vraiment la situation politique de l'époque, puisqu'à cette époque-là, tant en 1879 qu'en 1882, le légitimisme a encore un poids dans la société française, bien qu'il soit déclinant, j'y reviendrai. Ça nous permet de savoir la structure du parti légitimiste, à la fois en Loire-Inférieure et en Vendée. Et puis troisièmement, les rapports entre les légitimistes de France et le prince exilé en Autriche, à Prosdorf, qui était donc, le comte de Chambord, Henri V, le duc de Bordeaux, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est la même personne, c'est l'héritier à l'époque de la couronne de France, depuis la mort de son oncle en 1834, qui est le duc d'Angoulême, qui est pour les légitimistes Louis XIX. Alors, le contexte politique. On est en 1879 dans ce que j'appelle l'après-MacMahon. C'est-à-dire que le maréchal de MacMahon, qui était le premier président de la République désigné par l'Assemblée nationale, a dû démissionner. Pourquoi? Alors, je vais faire un petit flashback, comme on dit en bon américain. En 1871, donc, 1870 pour être précis, la France perd la guerre de 70, la République est proclamée à Paris par les Républicains le 4 septembre 70, mais sort des urnes en février 1871, pour les premières législatives de la Troisième République, une assemblée majoritairement monarchiste. Et donc, il y a un paradoxe assez extraordinaire, c'est que ce sont une assemblée monarchiste qui est censée constituer la République. Donc il y a tout un jeu constitutionnel qui se constitue, si je peux dire, entre cette assemblée et les républicains qui essayent de faire adopter la République par cette assemblée. Alors ça va accoucher, comme vous le savez, des lois constitutionnelles en 1875, où une partie de la majorité royaliste accepte l'idée républicaine et donc fait pencher la balance dans le camp républicain. Et du coup, les lois constitutionnelles prévoient l'élection d'une nouvelle chambre en 1876. Et cette nouvelle chambre n'est plus monarchiste. En 1876, les républicains sont majoritaires, 340 députés pour les républicains et 190 pour les conservateurs. Alors, le président MacMahon ayant été élu par l'Assemblée nationale en 1873, il est dans une situation compliquée puisqu'il doit gouverner avec une majorité républicaine. Lui-même qui est... Alors, l'historiographie dit qu'il était plutôt légitimiste, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il était plutôt orléaniste. En tout cas, il était conservateur et il doit gouverner avec une mandature républicaine et donc avec des gouvernements républicains. Alors, MacMahon décide de dissoudre l'Assemblée nationale l'année suivante, en 1977. Ça atténue un peu le résultat du scrutin, mais
les Républicains restent majoritaires. Et donc, ça va arriver à une situation de blocage où, en 79, maintenant jette l'éponge et démissionne, et ça va amener l'élection d'un nouveau président de la République, et là ce sera Jules Grévy qui sera élu, et donc on aura vraiment, ça amènera vraiment la République aux Républicains, avec le président de la République qui est républicain, l'Assemblée qui est républicaine, avec cependant un garde-fou qui a été prévu par les lois constitutionnelles, c'est-à-dire le Sénat, qui avait été ajouté aux institutions en 1875 comme voilà, un garde-fou conservateur en cas de présidence de gauche ou de gouvernement de gauche. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc on avait prévu que 75 de ces sénateurs soient élus à vie par l'Assemblée et que le reste soit élu au suffrage censitaire, au suffrage indirect, comme c'est actuellement le cas. Donc, au printemps 78, si on fait les totaux entre les sénateurs inamovibles, c'est les sénateurs à vie, et les sénateurs élus, on arrive à un Sénat qui est conservateur, mais vraiment de peu. Hein. On a 155 députés, sénateurs conservateurs, et là je mets toutes les nuances de la droite, hein, les orléanistes, ceux qui sont plutôt du centre-droit, mais plutôt républicains, les légitimistes, donc les royalistes purs, et les bonapartistes. Donc 155 contre 149 républicains au Sénat. Vous voyez déjà que le Sénat est un contre-pouvoir, mais il tend à devenir républicain. C'est d'ailleurs ce qui va se passer 3 ans plus tard, à la première sénatoriale partielle. Le Sénat deviendra républicain, là, c'est là où arriveront les grandes lois républicaines, l'école, l'infiltration progressive de l'armée, etc. Alors, cette situation, donc en 1879, qu'est-ce qu'on constate? On constate un affaiblissement des forces conservatrices. Le groupe orléaniste, qui constituait l'essentiel de la majorité de 1871, a volé en éclats, notamment sur la question de la Constitution, parce que je vous ai dit qu'une partie des orléanistes se sont ralliés à l'idée républicaine. Donc ceux-là sont perdus, ils ne sont plus véritablement monarchistes. Il y a ce qu'on peut appeler les maréchalistes. Alors, on est en 1879. Il s'agit bien sûr des partisans purs et durs de MacMahon, qui considèrent que MacMahon est la personne indispensable pour gouverner la France, et donc ils placent toutes leurs espérances dans MacMahon plutôt que dans un souverain. Et puis bon, il y a ceux qui sont restés orléanistes, hein, les Decazes, les Audifray-Pasquier, enfin tous les Broglie, hein, le duc de Broglie, tous ces gens qui sont depuis la monarchie de Juillet, la chute de Charles X, des serviteurs de la monarchie de Juillet, eux ils restent orléanistes. Les bonapartistes, eux, sont dans une situation un peu meilleure. Ils ont plus d'une centaine de députés quand même en 1877. Mais, donc ils considèrent une part assez importante de ce qu'on appelle le groupe d'union des droites, à l'Assemblée, ou à la Chambre, pardon. Les droites sont réunies en un seul groupe, les légitimistes, les bonapartistes et les anciens orléanistes, ou les orléanisants. Sauf qu'il y a eu un petit problème pour les bonapartistes, c'est que le prince impérial, le fils de Napoléon III, est exécuteur, enfin, est tué lors de la guerre des Zoulous. Il est engagé dans l'armée anglaise, et donc il se fait tuer en Afrique du Sud le 1er juin 1979, et ça va créer une situation de conflit dynastique dans la branche, dans la famille bonapartiste, puisqu'un des princes va revendiquer la prétention dynastique bonapartiste, le prince Napoléon qui est plutôt d'essence libérale, et un deuxième plébiscitaire, et donc un deuxième qui est le prince Victor, qui lui est plutôt autoritaire. Donc les bonapartistes sont certes les plus nombreux des conservateurs à l'Assemblée, à la Chambre, pardon, mais ils volent, enfin leur unité vole en éclat parce qu'ils ont 2 princes qui ne s'entendent pas. On verra que ce sera le cas à la fin de pour les royalistes, à la fin de cette présentation. Les légitimistes, eux, toutes nuances confondues, c'est-à-dire les intransigeants et les plus modérés, sont pas plus de 50, essentiellement dans l'Ouest. Hein, quand on regarde une carte électorale de 1877, c'est net. Et notamment les 3 points forts, les 3 départements forts dans l'Ouest, la Vendée, la Loire-Inférieure et le Morbihan. Surtout dans le Morbihan. Mais une note très intéressante que Albert Demain, vous devez connaître, qui est le grand député chrétien de la fin du XIXe siècle, élu dans le Morbihan. Albert Demain envoie une lettre au comte de Chambord, qui est, je le rappelle, en exil en Autriche, où il note justement les tendances
la fidélité monarchique plus ou moins sûre des députés. Et donc j'ai retrouvé ce document, c'est assez intéressant, très sûr, royaliste très sûr. Baudry d'Asson, qui est le député légitimiste de la circonscription des Sables-d'Olonne 2, donc c'est-à-dire le nord de la circonscription, on est du côté de Noirmoutier, par ici. Le comte de Juigné, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le député de l'arrondissement de Babeuf, donc tout le sud-Loire, ouest. Hein. La Rochette, qui est député dans le Nord-Loire, du côté de Pont-Château. Donc ça, ce sont les très sûrs. Ensuite, il y a les bons. Donc l'Habillet, donc, qui est le député de la 3e circonscription de Bras inférieur, ce qui équivaut à peu près aux vignobles, qui sont Valette. La Bastière, que vous devez connaître également, qui est député de la 1re circonscription des Sables-d'Olonne, donc la circonscription où nous nous trouvons actuellement. Et il y a des douteux, dont on range le Bourgeois, qui est le député, lui, de la 2e circonscription de la Roche-sur-Yon, c'est-à-dire l'équivalent de la Garnache, Montaigu, la circonscription nord de la Roche-sur-Yon. Le Bocage. Donc voilà, donc on a légitimistes qui sont déjà pas nombreux, ils sont 50 à la Chambre, mais en plus ils sont d'une fidélité plus ou moins douteuse. Donc le contexte politique, vous l'avez compris, qui était très prometteur en 1871 avec cette assemblée monarchiste, on croyait que la restauration allait se faire, je ne reviens pas sur l'affaire du drapeau blanc, etc., que la restauration allait se faire, que Henri, comte de Chambord, deviendrait Henri V, et bien finalement, c'est volé en éclats. Les lois constitutionnelles, le septennat aussi donné à MacMahon, ça a beaucoup contrarié les projets de restauration, et puis la division de ces forces conservatrices qui ne tirent pas dans le sens. Hein. Les arianistes sont plutôt des députés qui sont des défenseurs d'une situation économique et libre-échangiste. Les bonapartistes sont plutôt défenseurs des princes Bonaparte. Les légitimistes ne veulent pas entendre parler d'un prince que le comte de Chambord. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la situation du parti légitimiste en particulier et surtout à son organisation, parce que vous allez voir, ça va être important dans la tenue de ces banquets à Châlons. Donc, je l'ai dit, depuis la tentative avortée de restauration de 1873, dont il y aurait beaucoup à dire, puisqu'on ne cesse de faire passer le comte de Chambord pour, excusez-moi, un mauvais coucheur, parce qu'il n'aurait pas accepté le drapeau tricolore, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous invite notamment à lire cette excellente biographie de Daniel de Montplaisir sur le comte de Chambord, qui a été publiée en 2008, et où il explique vraiment l'état d'esprit, notamment des orléanistes, qui voulaient en gros faire abdiquer le comte de Chambord pour mettre à la place le comte de Paris, le petit-fils de Louis-Philippe. Alors, donc, restauration. La fin de l'Assemblée nationale, en 1876, et donc l'élection à la Chambre des députés, une majorité de députés légitimistes de l'Assemblée 71, sachant que la restauration ne se fera pas, ne se représente pas. On baissait les bras, sont retournés dans leur domaine, etc. Donc ce qui fait qu'en 1876, en même temps que le succès républicain, il faut quand même relativiser, nuancer en disant que oui, mais bon, un bon nombre de légitimistes ont jeté l'éponge et sont revenus dans leur domaine, s'occuper de leurs chevaux et de leur culture. Et donc, en plus, ces élections de 76 sont au scrutin majoritaire, comme actuellement, alors que celle de 71 est à la proportionnelle, par liste départementale. Donc, ça éclate, si vous voulez, la majorité. Hein, on le voit bien aujourd'hui, des forces d'importance ne sont pas représentées à leur juste proportion à l'Assemblée nationale, du fait du mode de scrutin. En 76, le problème se pose aussi. Et ça a cassé, si vous voulez, un certain nombre de forces, et notamment la force légitimiste. Cependant, malgré l'éloignement du prince, qui, je le rappelle une troisième fois, est à Frosdorf, il aurait pu, en 1871, revenir en France. C'est d'ailleurs, c'est mon caractère légitimiste qui parle, mais on nous demande souvent au prince Louis de Bourbon, Louis XX, Monseigneur, pourquoi vous ne revenez pas en France? Il est hors de question que je vienne en France comme simple citoyen de la République. Enfin, je ne reviendrai en France qu'en roi, c'est plutôt logique, parce qu'il y a quelques légitimistes aujourd'hui qui ne comprennent pas que le prince Louis ne soit pas en France. On ne peut pas accepter, tolérer d'être un simple citoyen républicain quand on incarne le droit royal. Donc il y a une certaine cohérence, et Henri, comte de Chambord, avait cette cohérence.
Mais malgré cet éloignement du prince, eh bien, des comités royalistes organisent toujours la propagande, cette propagande donc, royaliste en France. Donc, après avoir laissé une certaine liberté durant le Second Empire, parce que le comte de Chambord donc, est né en 1820, il devient dépositaire, enfin, il reçoit, si vous voulez, la légitimité quand son oncle meurt en 1844, il devient roi de droit, et pendant la Seconde République et le début du Second Empire, il est encore jeune, il se forme, si vous voulez, il lit beaucoup des Blancs de Sabonnet, des Frédéric Leplay, tous ces auteurs corporatistes, très proches des soucis du temps, si vous voulez. Il y a une pensée sociale chez les légitimistes qui n'est pas présente, par exemple, si vous voulez, dans les penseurs orléanistes, on s'intéresse aux besoins du temps, comme Napoléon III l'avait fait un peu quand il était prisonnier au fort de Vannes, il avait écrit l'extraction du paupérisme. Eh bien, le comte de Chambord s'intéresse à toutes ces questions agricoles, il fait une lettre sur l'agriculture, les problèmes ouvriers, hein, il voit bien les dérapages qui sont faits dans les principaux sites miniers et industriels français. Il fait d'ailleurs une très célèbre lettre sur les ouvriers. Et donc, bon, tous ces comités sur place en France sont censés et ont pour but de diffuser un peu cette doctrine, ce programme, même s'il n'est pas écrit, ce programme à la fois chrétien et politique du comte de Chambord. Donc après avoir laissé une certaine liberté donc, pendant la Seconde République et le début du Second Empire, le comte de Chambord décide de serrer un peu la vis puisqu'il s'est rendu compte que celui qui menait le comité de Paris, qui est le célèbre avocat Paul-Antoine Berryer, avait un peu trop tendance à avoir trop d'acquaintance parlementaire, si vous voulez. C'était un parlementariste. Et il s'était déjà illustré sur le marché de Juillet en faisant alliance avec la majorité, enfin une partie de la majorité Louis-Philipparde, la majorité de droite. Voilà, il cherchait à faire des alliances, si vous voulez, des alliances conservatrices avant la lettre. Et notamment en 1863, lors des élections donc sous le Second Empire, en 1863, il fait partie de l'Union libérale, qui était une force d'opposition constituée par Thiers, qui était quand même loin d'être un légitimiste, pour faire barrage au pouvoir de Napoléon III. Et cette union libérale réunissait des catholiques qui étaient déçus de la politique italienne de Napoléon III, parce que vous savez que Napoléon III a lâché le pape Pie IX, qui étaient des déçus donc, de la politique protectionniste de Napoléon III, donc Thiers et les orléanistes. Donc ça fait une espèce de pot pourri qui s'est présenté aux élections législatives de 1863 et ensuite de 1869. Et le comte de Chambord condamnait ça. Il condamnait déjà le principe que les légitimistes participent aux élections sous le Second Empire. Ça n'a pas empêché certains de se présenter, notamment des conseillers généraux. J'ai quelques noms là pour la Vendée. Ça vous dit à la Motte Tachard, un certain Mercier, et puis Bernot, dans le canton de La Roche-sur-Yon, qui a été député ensuite, il me semble, en 1871, qui sont des légitimistes qui se sont présentés. Et donc au niveau national également, on brave un peu les consignes du prince en se présentant aux élections nationales. Alors, quand la défaite arrive en 70 et qu'il est question sérieusement de rétablir, de restaurer la monarchie, le comte de Chambord procède à la dissolution du comité de Paris. Donc, selon lui, trop emprunt avec les tractations parlementaires et des alliances qu'il juge contre nature, et il remodèle les comités départementaux en 3 grandes zones. Alors, une zone centre-sud-ouest, donc c'est Desquin, un proche du comte de Chambord qui s'en occupe. L'ouest qui est géré par Édouard Montier-Rezé, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, nous avons avec Gauthier une revue qui est la revue d'histoire politique de l'Ouest, qui est sortie l'année dernière. Et je fais d'ailleurs une notice biographique sur cet Édouard Montier-Rezé, qui était un familier du comte de Chambord, qui a participé au soulèvement de la duchesse de Berry dans le Pays de Ré, un personnage assez atypique. Il a fait l'école de cavalerie à Saumur, puis il a tenté de soulever le régiment en 1832, puis il s'est fait botter les fesses et puis mis sur la touche, etc. Donc c'était un proscrit qui a un peu voyagé dans toute l'Europe. Il a voyagé dans tous les salons aux frontières de la France où il y avait les légitimistes, en Suisse, dans les Pays-Bas, etc.
Et donc il faisait partie du réseau français et international que le comte de Chambord se constituait. Et donc il avait la gestion des départements de l'Ouest. Et dans le Sud-Est, c'est le comte de Blacas, qui est le fils du comte de Blacas qui a suivi Charles X en exil, très grand dépouillé légitimiste, qui a d'ailleurs, le comte de Blacas, sa tombe est à côté des sarcophages de Charles X, d'Henri V et Louis XIX, dans la chapelle de Nova Gorica, en Slovénie actuelle. Le comte de Blacas a eu ce privilège d'avoir sa tombe à côté des princes qu'il a servi. C'est quand même pas un honneur qui est rendu à tout le monde. Alors, le comte Édouard Montier-de-Rezé et le comte d'Esquin meurent pour l'un en 1876 et en l'autre en 1877. Et les départements qu'ils avaient sous leur juridiction, c'est-à-dire le centre, le sud-ouest et l'ouest, sont confiés à un autre proche du comte de Chambord, qui est le marquis de Dreux-Brézé, qui est le petit-fils du maître des cérémonies de Louis XVI, celui auquel Mirabeau, c'était en mai 1789, je crois que ou en juin, c'était 23 juin 1789, quand l'Assemblée nationale constituée n'a pas voulu déguerpir de la salle des menus plaisirs. Le maître des cérémonies de Dreux-Brézé est arrivé en disant « Qu'est-ce que vous faites encore là ?» Et Mirabeau l'a interloqué en disant « Nous sommes là par la volonté nationale et nous ne sortirons que par la force de baïonnettes. » Donc, ce Dreux-Brézé a eu un petit-fils qui est secrétaire du comte de Chambord et qui s'occupe des départements laissés, qui n'ont pas de représentants après la mort donc, du comte Montier-de-Rezé et d'Esquin. Et dans ses mémoires que j'ai pu consulter, notes et souvenirs pour servir à l'histoire du Parti royaliste 1872-1883, notre ami Dreux-Brézé, qui avait la conférence du Prince, nous parle de l'organisation des banquets. Alors, l'initiative appartenait au comité royaliste de Paris. Il y avait déjà une certaine centralisation. Il y avait le comité royaliste de Paris qui alimentait encore les comités, puisque voilà, les informations arrivaient à Paris, il fallait qu'elles soient diffusées dans les provinces, et n'ayant pas les moyens de communication de l'époque, on peut comprendre que ça mettait du temps. Et il y a un autre lieu également où on prenait des nouvelles, ce sont les cercles aristocratiques. Notamment le cercle aristocratique important dans la région, c'était le cercle Louis XVI à Nantes, qui est actuellement sur l'avenue Maréchal Foch, sur la place Maréchal Foch, cercle aristocratique, où il fallait avoir ses entrées, d'ascendance noble, etc. Mais où on prenait les nouvelles du prince. Il y avait d'ailleurs sur la cheminée de la salle du billard, il y avait une statue du comte de Chambord, alors que dans les statuts du cercle Louis XVI, il était strictement interdit de parler politique. Mais bon, comme on était entre légitimistes, c'était implicite, on mettait la statue du comte de Chambord. Alors l'initiative appartient, donc je reviens à Dreux-Brézé, l'initiative appartient au comité royaliste. Août 1879, Dreux-Brézé envoie une circulaire à tous les présidents de comité pour les inviter à fêter cet anniversaire, celui du roi, par l'assistance à une messe d'action de grâce, puis par un banquet. On est en août 1879, le comte de Chambord est né le 20 septembre 1820, et bien au mois d'août on prépare ces banquets. Or, bizarre, le premier banquet de Chaland est organisé le 20 septembre 1879. Donc, vous avez vu ma transition, elle est évidente. Le marquis Dreux-Brézé demande donc à ce que ces banquets puissent s'organiser, et le plus important de ces banquets, on a de la chance, a été organisé à Chaland. Alors, il a été organisé par qui? Il a été organisé par le président du cercle légitimiste de Vendée, qui était le député Baudry d'Asson, donc le député des environs de Noirmoutier et de Chaland, donc, qui était propriétaire du château de Fonclose, à côté de la Garnache. Donc il était député de la circonscription d'où il n'habitait pas, en fait. La circonscription où il habitait était à côté, mais il était député à côté. Donc lui, il est à l'origine des banquets. Alors comment ça s'organisait? Donc comme je vous l'ai dit, il y avait une messe à l'église Notre-Dame de Chaland, et puis on installait sous une grande tente. J'ai d'ailleurs une photo, je ne sais pas où, Gauthier, tu as mis la tablette. C'est moi qui l'ai. J'ai une photo du second banquet de 1882 pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemblait. On était sous une tente. Alors, les légitimistes voulant se mettre en conformité avec la loi républicaine, puisque je rappelle,
on est sous la République, n'ont mis aucun drapeau blanc en dehors, si vous voulez. Ça, c'est toutes les manifestations royalistes se sont passées à l'intérieur. Donc la salle, je vous le montre comme ça, puis je vous ferai passer. Si vous voulez, voilà, il y avait une salle comme ça. On peut s'imaginer ça comme un énorme chapiteau avec des piliers. Donc il y avait une salle et avec des rangées de tables. Des rangées, je crois qu'il y avait 6 tables pouvant contenir 200 personnes, donc assez long, et une table d'honneur qui était donc au milieu de l'allée. Et autour de cette table d'honneur, il y avait des statues, la statue de Marie-Antoinette, celle de Louis XVII, mort au Temple, et celle du comte de Chambord. Et vous voyez, tout cela est pavoisé de drapeaux blancs, puisque on est vraiment chez les fidèles du comte de Chambord, ceux qui ont défendu le comte de Chambord quand il faisait ses manifestes en 1871, où il refusait de rétablir la monarchie avec le drapeau tricolore. Donc la présence de drapeau blanc était indispensable. Alors, qui était invité à ce banquet? Alors on pourrait penser que, étant donné que c'est une manifestation légitimiste, on pourrait penser que seuls les aristocrates y étaient conviés, mais pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, les influences nous montrent que ce n'était pas du tout le cas. En 1879, il y a de 1000 à 1200 personnes. En 1882, il y en a 3000. Donc, dans l'Ouest, il n'y a pas 3000 aristocrates. Hein. Donc, fermiers, métayers viennent se joindre aux aristocrates pour ces banquets. Je vous lis peut-être le carton d'invitation au deuxième banquet, ça va vous donner l'idée du beau monde qu'il y avait. Monsieur, nous avons l'honneur de vous inviter à assister au banquet de la Saint-Henri. Donc le premier banquet de 79, 20 septembre, c'est pour fêter l'anniversaire du comte de Chambord. Le deuxième, c'est pour la Saint-Henri, qui était le 19 août 1882. À 1h de l'après-midi à Châlons-en-Vendée. Cette solennité royaliste sera présidée par monsieur le comte de Montier-de-Rozay, donc c'est le neveu d'Édouard Montier-de-Rozay dont je parlais tout à l'heure, qui est mort, comme vous le savez, en 1877. Le baron de Charette, le marquis de la Roche-Jacquelin, député, le baron de Larenti, sénateur, le duc de La Rochefoucauld, Bisacia, le prince de Léon, le comte de Juigné et de La Rochette, député, monsieur Cazeneuve de Pradines, ancien député, monsieur de la Robrie, nos amis sénateurs, députés, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, et les vétérans de la Grande Guerre occuperont les places d'honneur. Oui, parce qu'on réunit également ceux qui ont combattu à la fois en étant zouaves pontificaux pour la défense des États pontificaux dans les années 1850-60, mais également ceux qui sont tombés au champ d'honneur, notamment les volontaires de l'Ouest, qui sont morts à la bataille j'ai oublié son nom, de Loigny, pardon, en 1870, et également le camp de Conwy, vous savez, ces militaires bretons que Gambetta a plus ou moins volontairement laissé mourir dans un camp à côté du Mans. Donc on rend hommage à toute cette... si, le camp de Conwy, C-O-N-I-E. Donc on rend hommage donc, à tous ces volontaires qui se sont engagés pour défendre à la fois les états temporels du pape, mais également la patrie, puisque le comte de Chambord a toujours dit que malgré le fait que ce soit le Second Empire qui soit en guerre contre la Prusse, il fallait défendre la France coûte que coûte, et donc les zouaves pontificaux participaient à cet effort de défense nationale en 1870. Alors Charette, le baron de Charette, c'est donc le petit-fils, oui, je vais terminer, c'est le petit-fils du général vendéen, hein, qui lui aussi a participé au soulèvement de la duchesse de Berry, et qui, comme il a conduit les œuvres pontificaux à la fois en Italie, mais également lors de la guerre franco-prussienne de 70, eh bien c'est lui qui a la place d'honneur et qui préside le banquet. Alors je vais vite, juste pour vous dire que à ces banquets, il y a le représentant du prince qui est donc Alexandre de Montier-de-Rozay, qui se trouve être à la fois donc le représentant du prince et le président du comité légitimiste de Loire-Inférieure. Donc ça prouve bien que ces banquets à Châlons attiraient véritablement l'intégralité de la noblesse légitimiste du coin. Donc ça dépassait les limites départementales de la Vendée. Et que cet événement a été extrêmement couvert, puisque le rédacteur en chef du journal L'Union, qui était le journal national légitimiste,
est venu aux deux banquets, il s'appelait Mayol de Luclé, et puis ces banquets étaient couverts par la presse locale légitimiste, je pense à l'Espérance du Peuple en Loire-Inférieure, je pense à La Vendée en Vendée, et aussi il y avait un correspondant de l'Univers qui était le journal de Veuillot, qui était le grand catholique intransigeant, qui avait son propre journal. Deux petits mots pour vous dire, avant de conclure, qu'est-ce qu'on y faisait, parce qu'on ne faisait pas que manger à ces banquets. Donc, je vous avais dit qu'il y avait une messe d'Action de grâce avant le repas, donc on y allait, on chantait. Hein, il y a un fonds, le fonds Grélier, qui est aux archives départementales de Vendée, où on peut consulter. Il y a au moins 10 feuillets avec des chants composés pour l'occasion. Alors des chants qui sont satiriques pour les dérives de la République, des chants qui sont censés couronner la gloire, si vous voulez, d'Henri V, qui sont à la gloire d'Henri V. Donc on chantait, et puis on mangeait. J'ai le menu, je vous l'épargne, mais on pourra en parler au moment des questions si vous voulez. Je compte pas moins de 11 suites dans le menu. Dans le menu, c'était la tradition. Et je ne trahirai pas un secret en vous disant que tout cela devait être accompagné des meilleurs crus, notamment de Vendée. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, les influences montrent que ces banquets ont eu un grand succès. 1000 à 1200 personnes en 79, 3000 personnes en 82. Alors la question, c'est pourquoi ces banquets ayant eu un si grand succès, il n'y en a pas eu un troisième. Eh bien, il ne vous a pas échappé qu'en 1883, le 24 août, le comte de Chambord rend le dernier soupir dans son château de Potsdorf. Et qu'avec la mort du comte de Chambord, eh bien, commence la grande guerre dynastique française qui se poursuit encore aujourd'hui, entre la majorité des légitimistes qui rallient le comte de Paris et une petite partie des légitimistes qui refusent de prendre parti pour le comte de Paris, qu'on va appeler plus tard les Blancs d'Espagne, et dont les héritiers légitimistes d'aujourd'hui, dont j'ai le plaisir d'être. Donc, si vous voulez, on est avec ces banquets dans une époque où le royalisme, et en particulier le légitimisme, est déclinant, et donc où la représentation à l'Assemblée arrive à peau de chagrin, où on fait plus qu'essayer d'avoir une action politique, on commence déjà à commémorer, on commémore les guerres d'Italie, on commémore la guerre de 70, et tout cela prend fin à la mort de celui qu'on a considéré comme étant un homme au-dessus des autres, puisque dès sa naissance, le comte de Chambord, c'est Lamartine qui disait, était considéré comme l'enfant du miracle, et tout au long du XIXe siècle, il était considéré comme l'auguste prince qui un jour viendrait libérer, mettre un terme à toute cette valse constitutionnelle qui a connu la France depuis la Révolution jusqu'au Second Empire. Eh bien, les espoirs sont déçus quand le comte de Chambord meurt, et quand même le baron de Charette, tout contre-révolutionnaire qu'il est, il va prêter serment au comte de Paris. Alors, il va se passer le nez parce qu'il dit ça m'embête un peu de prêter serment quand on sait ce que lui, par exemple, a fait à Charles X. Mais voilà, ça témoigne de la fin d'une époque, de la République aux républicains qui s'enracine, et du légitimisme qui devient non plus une force politique de premier rang, mais une conservation du souvenir et du passé royal de la France. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche des documents sur Chaland? Alors, je suis... Concernant votre exposé. Toute recherche est bonne à avoir. J'ai fait des recherches, comme je vous l'ai dit, aux archives nationales, aux archives départementales de Vendée. Oui, mais à La Roche. Alors, Churion, oui. Ah oui. Il y a la Société d'études et d'histoire du nord-ouest de Vendée. C'est Chaland. Et vous voyez la pièce ici, elle n'est pas assez grande. Et ça va jusqu'au plafond, tous les documents. Sur Chaland. Sur Chaland. Est-ce que vous parlez? Et donc, j'imagine, oui, qu'on doit trouver à la fois des documents, des rapports du sous-préfet, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en 79, tous les maires légitimistes qui ont été présents au banquet ont tous été révoqués par le sous-préfet, dont Bourgeois, qui était le maire de Lavéry. Alors, je ne connais pas ce village, vous le connaissez?
c'est Après, très c'est là où est enterré tous les chefs militaires. Voilà. Et la Eh ben, duchesse de Berry. révoqué dans la C'est semaine. le haut lieu de l'histoire de la Vendée. Et Allez à la Vendée, allez à la au Berry. cimetière de la Berry. Eh ben, nous Vous allez prendre une leçon. on organisera ça alors du coup. Alors si avec ça la- vous intéresse, Ben, avec grand vous pouvez plaisir, noter, monsieur. vous Je pouvez prends- noter. Là, Je prendrai les coordonnées. vous faites l'apogée de l'armée qu'on appelait l'armée du Nord. L'armée du Nord, tout à fait. J'ai volontaire de. Oui, vous occultez l'autre partie. C'est très ciblé dans le pays. Nantais. Oui, alors je l'ai dit en introduction, je suis spécialiste en question nigérienne, mais c'est vrai que mon propos mériterait d'être un peu approfondi, notamment sur les questions vendéennes. Je me sens, il est vrai, un peu plus étrangère. Maintenant, si vous me permettez, Jean va vous remettre la médaille de l'association des descendants des guerres de Vendée. Oui. Pas trop vite, il y a le photographe. La décoration descendante des victimes du génocide vendéen. Voilà, l'historien de la Guinée.